Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vais parler en langage inclusif puisqu'on a un représentant de la gente masculine qui est avec nous cet après-midi. Bienvenue pour ce webinaire qui est un webinaire de restitution, un webinaire de clôture des participations de Clubhouse France et de Wonjo à cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Nous avions eu l'occasion de vous retrouver en visio nombreux pour échanger avec nous autour d'un certain nombre de sujets, tous liés aux préoccupations sociales et sociétales de l'entreprise, tout autour du sujet de l'inclusion des personnes éloignées du monde de l'emploi, mais aussi de l'inclusion de toutes les parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Donc, nous sommes à notre 6e et dernière rencontre, une initiative que nous avons voulu, avec Sandrine, vous proposer, partant du principe qu'il n'était pas évident dans nos emplois du temps surchargés de participer à l'ensemble des webinaires proposés. Et donc, le challenge qu'on a envie de relever avec vous et pour vous cet après-midi, c'est de vous offrir de manière consolidée, sur les 90 minutes qui arrivent, une vision synthétique des 5 ateliers que nous avons animés cette semaine, en vous délivrant les points clés, les idées phares. Alors, plutôt selon nous, selon notre regard à nous, experts et professionnels du sujet. Mais évidemment, l'idée cet après-midi, c'est aussi d'être en format interactif et de vous donner la possibilité de partager les idées que vous avez pu vous retenir, soit des webinaires auxquels vous avez participé avec nous, soit pourquoi pas à d'autres qui étaient sur des thématiques tout à fait connexes. Il y avait une surenchère de propositions sur cette semaine et ça fait énormément plaisir de voir autant d'organisations exemplaires en la matière qui prennent la parole et qui contribuent à faire de l'éducation populaire autour de cette entreprise que l'on veut responsable et inclusive, faire en sorte que la responsabilité et l'inclusion ne soient plus des concepts, mais soient vraiment des expériences que l'on vit chacune et chacun dans notre quotidien professionnel. Alors, je vais repartager l'écran pour vous expliciter que donc, le temps que vous allez vivre cet après-midi est un webinaire qui est animé pour Clubhouse France, qui est représenté aujourd'hui par Sandrine Chaquin, connectée à la visio, qui va être d'ailleurs ma super co-animatrice pour relever dans le chat vos contributions. Clubhouse France a répondu présent à l'appel des organisations patronales et au mouvement des managers de la diversité en proposant donc ce cycle de webinaires. Vous savez, la semaine série a pour vocation de mettre en avant des initiatives qui sont exemplaires en matière d'inclusion et de responsabilité. Et Clubhouse France fait partie de ces organisations qui œuvrent et qui contribuent chaque jour à redonner de la dignité humaine à des personnes qui sont éloignées du monde de l'emploi. C'est un réseau associatif qui a pour vocation à accompagner les personnes qui vivent avec un trouble psychique, notamment bipolarité et schizophrénie, à retrouver un sens pour leur vie et à retrouver le chemin du travail, le chemin de l'emploi. Ce webinaire est animé pour Clubhouse France, mais il est animé par moi. Donc, je m'appelle Emmanuelle Bessez. Je suis la dirigeante de Wonjo, qui est un cabinet conseil et organisme de formation implanté du côté de Toulouse. C'est une entreprise qui existe depuis 19 ans, qui relève de l'économie sociale et solidaire et qui est un acteur de l'inclusion, de par sa mission, sa raison d'être. Nous sommes des spécialistes de la qualité de vie au travail et nous cherchons chaque jour à œuvrer pour que le monde du travail soit davantage humain et pour fluidifier les coopérations professionnelles. Et nous prenons la parole toute cette semaine au nom de Clubhouse France, parce que nos identités, nos âmes d'entreprise convergent et se rejoignent, et parce que chez Wonjo, nous sommes des ambassadeurs et des partenaires de première ligne de Clubhouse. Alors, le petit programme de l'après-midi, des 90 minutes qu'on va vivre ensemble. Je tiens à vous dire que le support PowerPoint qui vous est projeté vous sera envoyé à l'issue de notre intervention. Alors cet après-midi, la semaine prochaine, en tout cas très rapidement. Et vous recevrez également le lien de l'enregistrement replay à revisionner si vous le souhaitez et à partager autour de vous lorsque le lien sera rendu public. Si vous avez plaisir à prendre des notes, c'est avec grand bonheur. Chacun a ses méthodes de mémorisation et d'ancrage de l'information. Alors cette semaine, nous avons animé et vécu 5 rencontres. Une première en format webinaire, donc en format, j'ai envie de dire plutôt conférence, prise de parole avec partage d'un certain nombre de connaissances autour de la place des troubles psychiques dans le monde du travail. Donc je m'apprête à vous faire une restitution des idées clés. Puis nous avons enchaîné sur un cycle de 4 causeries
Une causerie, c'est un petit peu différent d'un webinaire dans le sens où la moitié du temps, la part belle est donnée à l'interactivité, à l'échange, au partage de questions, de commentaires, de remarques, et où le ton d'animation est un ton engagé. En tout cas, j'ai essayé autant que possible de partager et d'oser partager avec courage parfois des points de vue qui étaient les miens sur ces différents sujets. La première thématique abordée était celle du lien entre responsabilité sociétale des entreprises et qualité de vie au travail, un lien qui mérite d'être décrypté, une absence de littérature qui nous amène souvent à se demander, quand on fait de la RSE, est-ce qu'on fait de la QVT et vice-versa. La thématique suivante qui a été abordée tournait autour de l'inclusion et notamment des bonnes pratiques, c'est-à-dire de tout ce qui tend à faire d'une entreprise véritablement une organisation et un environnement inclusif. Donc, c'était un atelier très pratico-pratique. Et dans la foulée, nous avons creusé un élément beaucoup plus subtil et beaucoup plus sensible du sujet de l'entreprise inclusive, qui était autour du sentiment d'inclusion, qui, pour le coup, parle d'un ressenti extrêmement personnel, qui est très, très lié à la singularité de l'être humain au travail, de cet individu travailleur, qui, malgré le fait qu'il soit employé dans une structure dite inclusive, peut parfois se sentir lui-même exclu. Donc, on est allé chercher des éléments de lecture sur ce sujet qui était à la croisée du développement personnel et de la psychologie d'entreprise. Et nous avons fini hier après-midi avec une causerie autour d'un sujet plutôt de marketing RH, partant du principe que les entreprises inclusives avaient, comme les autres, des besoins de recrutement et de fidélisation, et qu'il existait des pratiques extrêmement innovantes, et notamment une qui fait ses preuves, qu'on appelle les programmes ambassadeurs, l'art de faire de certains de nos collaborateurs, de certaines de nos collaboratrices, des ambassadeurs, des porte-paroles de notre entreprise, lui permettant de rayonner de la meilleure manière qui soit. Voilà, c'était le programme des festivités de cette semaine. Ce que je vais vous proposer avant qu'on démarre, c'est de lever la main, alors soit à la caméra, soit au travers des options de Zoom, ou de mettre un pouce comme vous préférez, pour nous dire si vous avez participé à l'un de nos webinaires chez nous. Ok, Gwendoline, oui. Chloé aussi. D'accord. Alors, Gwendoline, c'était lequel? Je ne me souviens plus. Je sais plus, j'en ai vu trop à la suite. Pas bon. Je Bon, sais que c'était intéressant, c'était avec vous, Emmanuel. D'accord. Bon, bah, peut-être que quand j'avancerai les éléments de contenu, vous direz OK, c'était ça. D'accord, Gwendoline. Ensuite, il y a Chloé, c'est ça, qui a levé la main. Oui, moi, c'était sur les liens entre la RSE et la QVT et sur le programme ambassadeur hier. Après, d'accord. Donc, le 2 et le 5. Et Isabelle, c'était hier après-midi, non? Isabelle, c'était quelle... Ah, peut-être qu'elle écrit dans le chat, Isabelle, non? Ah, c'est qu'on ne vous entend pas, en fait, Isabelle. Le son n'est pas suffisamment fort. Je ne l'entends pas. Isabelle, je suis absolument désolée, je n'ai pas de son pour vous. Est-ce que vous voulez bien écrire dans le chat le numéro en fait, du webinaire auquel vous étiez présente, s'il vous plaît? On a 2, je crois. D'accord. Alors, ça signifie que Auristel, Anne et Stéphane vont découvrir purement et simplement les sujets. Évidemment, l'intérêt de ce webinaire, c'est aussi de pouvoir avoir accès sur un temps court à une synthèse et quelque part de s'économiser d'avoir vécu les instants précédents. Si à l'occasion de cette restitution synthétique des sujets vous intéressent, n'hésitez pas à le faire savoir à Sandrine Chacun en retour, de manière à ce que vous puissiez être aussi destinataire des liens et des supports, parce que sinon vous ne recevrez que le replay et le support d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un appel à l'ouverture et à l'inclusion. Et Isabelle a dit qu'elle assistait au premier. Bon, bah, c'est parfait. Exactement. Mais si tu suis ce que je suis censée te lire, tu fais mon vu, hein. À la fin de la semaine, ça y est, je commence à être multitâche. Ouais, tu n'as plus besoin de moi, je confirme. Allez, si, je m'appuie sur toi. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions avant qu'on commence? Pas particulièrement. Alors, attends, il y a une question, puis à la rigueur, on va régler le problème technique tout de suite. Effectivement, tous ceux qui n'étaient pas juste inscrits aux autres webinaires et causeries, n'hésitez pas à me le faire savoir.
tout court. Là, je vais reprendre qui et je vous rajouterai dans ces cas-là, comme si vous aviez été inscrit sur les autres et je vous ferai suivre l'ensemble des replays et l'ensemble des PowerPoint. Pour le coup, les replays finiront par être tout public, mais pour l'instant, on les réserve aux quelques participants et aux quelques inscrits surtout. Et à terme, ils seront publics, mais de toute façon, les PowerPoint resteront par contre dédiés qu'aux personnes qui leur en auront demandé. On va dire. Ok, ça. merci Chloé. Effectivement, faites-moi la liste de ce qui vous manque, ou ce que vous voudriez surtout. Merci bien. Allez, c'est parti. Le premier webinaire sur la place des troubles psychiques dans le monde du travail. Voilà les idées phares, les idées clés que nous avons pu partager. La première, on a pu en fait se poser la question de quel est l'intérêt de parler des troubles psychiques quand on parle de la vie en entreprise et de l'entreprise responsable et inclusive. Et en fait, on a fait la démonstration qu'il n'y a pas une seule entreprise au monde, une seule équipe au monde, un seul manager au monde qui, tôt ou tard, n'est pas concerné, soit pour lui-même, soit par rapport à son entourage professionnel, puisque aujourd'hui, les statistiques sont très claires. Une personne sur 5 en France souffre de troubles psychiques. Donc, on n'est pas sur un effet de vue, on est sur un sujet de santé publique, de santé générale, avec des effets qui sont absolument évidemment à anticiper, à connaître, sur lesquels il s'agit de se former si l'on souhaite pouvoir continuer de faire en sorte que le monde du travail soit inclusif, et aussi c'est pour ces personnes qui sont extrêmement éloignées de l'emploi, presque 10 fois plus que les autres personnes. Évidemment, l'entreprise inclusive aura à cœur, pour une question de justice sociale, d'inclure au sein de ses effectifs ces personnes qui, encore une fois, aujourd'hui sont relativement éloignées. Mais il y a un deuxième intérêt, une deuxième façon de regarder la chose, c'est de se dire que quand on embauche des personnes qui sont atteintes, par exemple, de bipolarité ou de schizophrénie, alors les résultats sont effectifs sur l'avancée de leurs troubles et leur permet de mieux vivre leur vie en général, dans leur dimension sociale, évidemment relationnelle, dans l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, dans le développement de leurs compétences, et que donc offrir un emploi à ces personnes est extrêmement salutogène pour elles aussi sur le champ médical. On a pu parler du handicap psychique et de l'énorme avancée qu'on a vécue en 2005 grâce à la loi qui a offert une forme de reconnaissance officielle de cette situation et qui peut être un accélérateur pour les entreprises recruteuses en la matière. Rappelons enfin, quand on dit que les troubles psychiques sont un véritable enjeu pour toutes les entreprises, que le travail, ce n'est pas toujours une partie de plaisir, ce n'est pas qu'une partie de plaisir, et qu'avec l'accélération du risque psychosocial et avec des environnements de travail qui sont parfois pathogènes, eh bien, évidemment, cette dimension risque collectif peut créer des problèmes mentaux, voire générer ou accélérer la recrudescence des problèmes et des troubles psychiques. Et donc, en ce sens, nécessairement, l'entreprise a une responsabilité morale que de prendre soin de la santé mentale des collaborateurs et des collaboratrices, mais aussi a une responsabilité juridique en matière de prévention santé-travail, puisqu'elle est contrainte par la loi de mettre en œuvre tous les moyens permettant de préserver l'intégrité physique, psychologique et sociale de ces équipes. Alors, c'est un enjeu pour toutes les entreprises. Oui, il faut comprendre que les troubles psychiques, quand on est une personne concernée, ça a clairement un impact sur notre vie professionnelle quand on a la chance d'en avoir une. Quand on est soi-même atteint d'un de ces troubles psychiques, quels qu'ils soient, ce qu'il faut bien entendre pour casser les préjugés et faire évoluer les mentalités et les représentations, c'est d'entendre que quand on a un trouble psychique, on n'a aucune déficience de capacité intellectuelle. On n'est pas amoindri, on n'est pas fou, on n'est pas asocial, on est une personne qui a complètement son cerveau de disponible et efficient. Par contre, par la fatigue, par les traitements médicamenteux, par toute l'énergie que ça demande de gérer un trouble psychique à l'intérieur, nécessairement, la personne faisant cet effort de en permanence vivre avec ce filtre qui va venir altérer la façon de regarder la vie, d'être touchée par la vie,
eh bien, ces personnes-là vont exprimer, avoir des difficultés d'ordre cognitif, qui vont être des difficultés de concentration, des difficultés de mémorisation et des difficultés d'organisation. Ce qui n'en fait pas des personnes non employables, clairement, même si aujourd'hui on sait qu'un tiers seulement des personnes qui souffrent de troubles psychiques sont employées versus toutes celles qui pourraient l'être, parce que techniquement elles pourraient l'être. Il faut entendre donc qu'au niveau de l'entreprise, on a une responsabilité à tout simplement considérer que l'environnement de travail doit pouvoir inclure de la manière la plus confortable possible ces personnes en capacité de travailler, en adaptant le poste, bien évidemment, en procédant à un certain nombre d'aménagements qui vont permettre de nourrir les besoins du travailleur en situation de handicap qui a besoin de voir ces aménagements pour se sentir bien et pour pouvoir bien faire son travail. On va prescrire, et on en avait longuement parlé, évidemment, de cultiver, de faire de l'éducation populaire dans les entreprises, de sensibiliser, de former l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l'entreprise, et évidemment en commençant par les services qui sont la porte d'entrée pour ces personnes exclues du monde de l'emploi, puisque les recruteurs et les recruteuses ont un rôle tout particulier pour rendre leur politique plus inclusive, pour elles-mêmes, dans les entretiens de recrutement, avoir la bonne posture, la bonne communication, les bons réflexes, éviter de dire certaines choses aussi parfois. Et puis la formation et la sensibilisation ne s'arrêtent pas aux recruteurs ou aux services RH. Il passe aussi évidemment par le management de proximité, qui est la personne qui est sur la première ligne chaque jour en tant qu'encadrant d'une équipe et en tant que manager de cette personne qui a des troubles psychiques et qui a besoin qu'on fasse attention à ses propres besoins. N'oublions pas qu'il existe des relais internes et des relais externes dans les entreprises, de manière à offrir ce qu'on pourrait appeler une bouée en cas de difficulté, des personnes qui sont pour le coup très sensibilisées, très formées et complètement aptes. Ce sont des personnes ressources, voilà, vraiment dans l'entreprise. Voilà en synthèse les éléments qu'on avait pu partager pendant ce webinaire. Alors j'ai noté Isabelle qui avait participé à ce webinaire. Est-ce que Isabelle, alors au micro ou en chat, selon ce qui est le plus confortable pour vous, est-ce que vous avez des éléments à partager que vous avez retenus? Et les autres participantes et participants, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, c'est vraiment le moment, on est là pour vous. On a une question de Anne qui nous demande si on inclut la neurodiversité. Alors, la neurodiversité, ça fait partie de ce qu'on va appeler la dimension invisible. Par contre, ça ne fait pas partie de la liste des troubles psychiques. On n'est pas considéré comme un trouble psychique, techniquement dans la définition. Rien n'empêche de l'inclure, bien évidemment. Ah, bien sûr. Alors, pareil, hein, les statistiques en matière de neuroatypicité, c'est assez impressionnant. Un tiers des dirigeants en France, par exemple, est dyslexique. Sur les profils haut potentiel, il y a des personnes à tour de bras qui sont en train de se faire tester parce que ça y est, on n'a plus honte de potentiellement s'estimer surdoué, puisque maintenant on n'appelle plus ça la surdouance. Donc tout ça, c'est vraiment en train d'émerger. Alors, Christelle, vous posez une question par rapport au relais. Sandrine, je veux bien te laisser répondre. Ce que sont les relais internes et externes, c'était ça la question, Christelle, j'imagine? On va dire que oui. Ouais, c'est ça, merci. Alors, les relais internes vont être, par exemple, bien évidemment, les référents handicap, la mission handicap, tout ce qui est lié à la diversité en interne. Ça va être aussi, bien évidemment, tous les services de santé et sécurité au travail. Ça va être les RH et puis surtout, les relais internes, les managers de proximité, qui sont le premier niveau de relais auprès desquels toutes les personnes déjà concernées par une situation de difficulté doivent pouvoir se confier ou au moins faire appel afin que ces managers-là, le cas échéant, fassent appel, là pour le coup, à des gens plus spécialisés dans l'entreprise. Et en externe, on va avoir affaire à tout ce qui est lié à l'organisation générale, donc les hôpitaux, les médecins, tout ce qui va bien, la médecine du travail, bien évidemment, si elle n'est pas internalisée comme dans certaines organisations. Et puis, vous allez avoir toutes les associations.
qui œuvrent au quotidien sur l'accompagnement à différents degrés, à différents niveaux, médicalisés, non médicalisés. Emmanuel vous a expliqué un petit peu le fonctionnement de Clubhouse, mais il y a effectivement un certain nombre d'autres organisations qui œuvrent dans le même sens et qui sont aussi des points d'appui. Vous avez les Cap Emploi, vous avez pas mal de solutions externes aussi qui existent. Donc, ce que l'on fait généralement, quand nous, on intervient auprès d'une organisation chez Clubhouse, on aime à prendre le temps de relister ou au moins de donner un lien d'accès à ce que sont justement les relais internes de chacune des organisations pour lesquelles on intervient et en rappelant quelles sont les différentes organisations externes à chacune des entreprises qui peuvent aussi intervenir. Et c'est ce maillage le plus complet possible qui permet de faire avancer les situations. J'en profite pour dire que si la bipolarité et la schizophrénie sont des sujets qui vous touchent, en tout cas vous vous sentez concerné, vous avez envie d'en savoir plus et vous avez envie de connaître Clubhouse France, n'hésitez pas à visualiser du coup le replay de ce webinaire, puisque plus de la moitié du temps avait été consacré à présenter le caractère extrêmement atypique et novateur de Clubhouse en général, et de voir la façon dont l'effectivité de leur modèle peut être transférée au sein de nos organisations. Je prends un exemple très simple. Toutes les décisions au sein d'un clubhouse sont prises de manière concertée avec une culture de la gouvernance partagée et un modèle en fait horizontal. Et on sait dans nos entreprises qu'on a vraiment besoin de déverticaliser, de désiloter la façon de discuter le travail, de discuter la vie ensemble et de prendre des décisions. Donc voilà, on a fait un certain nombre de parallèles à l'occasion du webinaire. Eh ben, en parlant de parallèles, Isabelle a bien apprécié le lien que tu avais fait avec la biodiversité et sa protection et son respect. Oui, merci Isabelle. C'est vrai que quand on parle d'inclusion, on aime à rappeler que en fait, la nature, la vie en général, ne peut absolument pas se poursuivre s'il n'y a pas variété, s'il n'y a pas cette richesse et tous ces croisements. On le voit bien, on fait disparaître une espèce et ce sont d'autres espèces en cascade qui s'en vont. Et on a souvent complètement décorrélé le fonctionnement d'une entreprise, d'une société, de cet écosystème-là. On l'a beaucoup trop décorrélé du grand tout dont on fait partie et fabriqué des systèmes très uniformes, pour ne pas dire parfois congénitaux dans les entreprises. Et il est temps de se rappeler que plus il y aura de diversité dans nos structures et plus il y aura de richesse. J'avais rappelé, alors je ne sais plus si c'était dans ce webinaire-là ou un autre, mais qu'aujourd'hui, il est scientifiquement prouvé, sociologiquement prouvé que l'entreprise inclusive, celle qui pratique la diversité, génère davantage de productivité, donc de performance opérationnelle, économique et financière, et génère davantage de santé, de bien-être, va générer davantage d'innovation et de sentiment d'épanouissement. Voilà, aujourd'hui, c'est avéré. Donc, quand certains dirigeants posent la question de combien ça va leur coûter et voyant en fait l'inclusion comme quelque chose qui va diminuer l'entreprise, aujourd'hui, il est techniquement prouvé que c'est exactement le contraire. Autre point retenu par Isabelle, l'autre face de la peur est l'envie. Donc, si on a peur, on ne va pas vers. Ah, ça me fait plaisir, Isabelle, que vous ayez gardé ça en tête. Est-ce que, ouais, allez, je vais le réexpliquer. À l'intérieur de nous, même si on est une grande unité, on fonctionne beaucoup avec deux polarités. Et j'aime à opposer, comme si c'était les deux faces d'une même pièce, la peur et l'amour, la peur et l'envie. Et tant qu'on aura peur de la différence, soit, et ben nécessairement, on n'aura pas envie d'aller vers cette différence. Parce que la peur crée une aversion qui est plutôt un mouvement de recul, qui n'est pas un mouvement d'aller vers. Donc, je crois qu'il est de notre responsabilité, à chacune et à chacun, que de lutter contre l'ignardise, contre les fantasmes en fait, qu'on peut avoir face à la différence, de donner la possibilité de fréquenter cette différence pour ouvrir nos chakras et donc retisser quelque part une forme de lien et de cohésion sociale. Voilà, je trouve que c'est un rôle noble qu'on devrait avoir toutes et tous. Ok, j'enchaîne sur le deuxième, alors qui était un webinaire beaucoup plus technique, ce n'était pas du tout la même ambiance sur le premier ou que sur les suivants d'ailleurs, puisque là étaient présents des passionnés des sujets RSE et QVT et qui ont eu le courage pendant 90 minutes de parler de ces deux acronymes
2 acronymes qui sont très moches et qui pourtant parlent de missions nobles et magnifiques. Quelles sont les idées clés qui ont été transmises et qui ont été discutées dans une causerie QVT et RSE? Alors, la première chose, c'est qu'on a repositionné quels pouvaient être les liens entre ces deux, on pourrait presque appeler ça disciplines. On s'est rappelé qu'on parle de responsabilité sociétale d'entreprise ou de qualité de vie au travail. Dans tous les cas, le regard a été tourné vers le respect de la vie en général et l'idée d'avoir un impact positif pour l'humain. On s'est aussi interrogé sur les termes qui sont régulièrement employés parce qu'on parle de responsabilité sociale des entreprises. Dans certains modèles, on va parler de performance des entreprises et notamment de performance globale ou de performance durable. Et on va pouvoir parler aussi parfois d'impact. On n'a pas résolu la quadrature du cercle et affiner vraiment la position qu'il fallait qu'on ait. Je pense que c'est à chacun de se demander si l'entreprise doit être responsable d'un point de vue économique, social et environnemental, si elle veut être performante d'un point de vue économique, social et environnemental, ou si elle veut avoir un impact. C'était une discussion un petit peu épistémologique, l'essentiel étant, derrière les mots qu'on emploie, d'être d'accord sur ce qu'on entend par là. Et clairement, l'idée derrière la RSE et notamment la QVT, c'est de parvenir non plus à opposer objectif économique et objectif social, mais bien de parvenir à faire du « et », réconcilier et se dire que quand on est dans une culture qualité de vie au travail, on porte une paire de lunettes composée d'un verre à droite qui va regarder les éléments rationnels, toute la dimension économique qui permet d'assurer la survie d'une entreprise, et le verre à gauche, peut-être un verre avec une couleur plus tendre qui considérera qu'aucun objectif économique ne vaut de faire mal à l'humain. C'est ce double regard, celui de la qualité de vie au travail. On a parlé également de la façon dont la QVT était aujourd'hui regardée ou pratiquée, constatant qu'aujourd'hui, les entreprises répondent essentiellement à des obligations réglementaires liées à tout ce qui est santé, sécurité au travail ou à leurs obligations en matière de dialogue social. Qu'un certain nombre d'entreprises investissent la QVT plutôt pour une vision utilitariste, considérant que leur problématique de recrutement et de maintien des talents est le symptôme d'un mal-vivre au travail et donc souhaitent utiliser la QVT pour cela. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, c'est OK aussi. Le troisième motif qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, il y a, alors là presque j'ai envie de dire malheureusement, mais en même temps les effets de mode, c'est aussi un peu un effet papillon et contaminant. Aujourd'hui, il fait bon être dans une entreprise qui a une démarche QVT, quelle qu'elle soit. C'est à la mode. Évidemment, on regrettera qu'un grand nombre des démarches QVT soient bien plus superficielles et accessoires que profondes, mais ça, je vais y revenir. Et enfin, on constate aussi sur le terrain qu'un grand nombre d'entreprises déclenchent une démarche QVT parce qu'il y a une alerte des instances représentatives du personnel. Et donc, on y va quelque part plus avec l'énergie de la contrainte et de l'obligation. Évidemment, l'entreprise qui s'engage en QVT, elle est censée avoir profondément une conviction qui est celle que le bien-être et l'efficacité se nourrissent mutuellement, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui se sent bien sera plus efficace et qu'un collaborateur qui se sent efficace se sentira mieux et qu'il y a un véritable cercle vertueux entre ces deux dimensions-là. Cercle vertueux qui tourne au cercle vicieux quand le collaborateur ne se sent pas efficace parce qu'il n'a pas les moyens de bien travailler, par exemple, ou quand il ne se sent pas bien parce que, par exemple, son besoin d'inclusion n'est pas nourri et que donc ça vient altérer son engagement, son implication, sa productivité. Lors de cette causerie, on a aussi bien connecté avec le fait que la qualité de vie au travail était en fait la qualité de vie des travailleurs. Le sujet n'est pas tant le travail que l'être humain qui fait une expérience de vie au travail et que cette expérience de vie que vous, Anne, vous, Gwendoline, vous, Auristel, vous faites chaque jour intimement dans votre chair, dans votre cœur de cette expérience qu'est le travail. Et donc, comme la QVT est une perception subjective, qu'on peut mettre en place énormément de démarches au niveau collectif qui vont avoir un impact sur les individus. Avant tout, il faut être absolument au clair sur le fait que ce qui se passe à l'intérieur de la personne, on n'a pas de prise dessus.
Ça appartient à la personne et que donc, du coup, vouloir répondre à des besoins de QVT, c'est avant tout avoir un regard individuel sur l'expérience que chacun fait. C'est pour ça que dans l'esprit de la QVT, dans sa philosophie, dans ses bonnes pratiques, on recommande la mise en place d'espaces de discussion qui permettent d'ouvrir la parole à celles et ceux qui sont OK pour ouvrir et donner un accès à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils ressentent. Donc oui, de la QVT qui est composée d'un certain nombre de démarches collectives, mais oui aussi à une considération individuelle, celle qui peut être considérée comme chronophage de la part des managers, celle qui correspond pourtant à l'essentiel de leur métier. La démarche qualité au travail, on a enfin rappelé ces 3 dimensions telles que, quelque part, les textes nous le demandent. La qualité de la vie au travail, elle repose sur la qualité des conditions de travail, des conditions du travail. Et il s'agit de faire une distinction entre ces 2 dimensions. Les conditions de travail, c'est tout ce qui est finalement extrinsèque à mon activité professionnelle. C'est tout l'environnement en fait dans lequel je vis. Voilà, ce sont les conditions de la vie au travail, ces conditions de travail, à distinguer des conditions du travail dont il s'agit également de tenir compte. Les conditions du travail, c'est la capacité à bien faire, c'est le contenu du travail en tant que tel, son caractère épanouissant, notre capacité à être efficace. Et là, on est sur une dimension beaucoup plus intrinsèque du travail. On voit aujourd'hui sur le terrain beaucoup de mesures autour des conditions de la vie au travail, avec de la lumière, avec des plantes, avec des espaces sportifs. Mais à côté de ça, en matière de contenu du travail, un travail qui n'a plus de sens, un travail dont la qualité est empêchée par un manque de ressources, etc. Et donc, dans la QVT, on a vraiment cette notion de contenu du travail, conditions de travail, et il y a une 3e dimension qui est extrêmement importante, qui est presque, j'ai envie de dire, celle qui comporte le potentiel de transformation le plus fort. C'est la capacité à agir et à s'exprimer pour chacun des individus au travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une entreprise en démarche QVT qui prendrait soin du contenu du travail et de l'environnement de travail, mais qui ne ferait pas confiance à ses parties prenantes internes dans leur capacité à observer les choses, à les analyser, à avoir un avis, qui ne leur laisserait pas l'espace d'exprimer leurs ressentis, leurs idées, alors ne pourrait en aucun cas être considérée comme une entreprise inclusive qui prend soin de l'expérience de vie des travailleurs. Le dernier point qu'on a partagé à l'occasion de cette causerie tournait autour des questions de responsabilité, puisque nous sommes réunis là pour la semaine de l'entreprise responsable. Et on s'est posé la question finalement, de qui était-ce la responsabilité de prendre soin de l'expérience de vie des travailleurs. Considérant que la QVT, c'est finalement, si on devait la résumer, l'art de bien vivre ensemble le travail et l'art de bien travailler ensemble, de se sentir bien et d'être efficace ensemble. Et on est rapidement arrivé au constat qu'effectivement, les responsabilités n'étaient absolument pas que de l'ordre de l'entreprise, elles étaient aussi de l'ordre de l'individu, et qu'elles n'étaient absolument pas que de l'ordre de l'individu, voulant lutter contre une forme de psychologisation un peu excessive du travail. Il faut aussi regarder évidemment les facteurs collectifs et la façon dont les environnements proposent une expérience de vie au travail. Rappelons donc que le travailleur a un vrai pouvoir, souvent un pouvoir d'ailleurs insoupçonné d'être l'acteur de sa propre QVT. On décide aussi beaucoup de choses pour nous-mêmes. On a nos propres filtres par rapport à la vie. Qu'on ait un trouble psychique ou pas, on fonctionne tous avec des filtres. Quand on est de mauvaise humeur, hein, on peut facilement l'avouer. Et quand on est de mauvaise humeur, on a tendance à tout voir en noir. On a chacun d'entre nous un potentiel insoupçonné de prendre soin de notre propre expérience de vie. On a tous aussi une responsabilité par rapport à notre collègue ou nos collègues, à notre entourage le plus restreint, parce que quand on va bien, quand on est optimiste, quand on est souriant, eh ben, on fait du bien autour de nous. Et vice-versa, notre entourage a aussi une responsabilité auprès de nous. Et l'entreprise, quant à elle, ce grand corps social, cette personne morale, son rôle à elle, c'est de créer les conditions permettant à chacun et chacune de ses collaborateurs et collaboratrices de se sentir bien et de bien travailler. Donc, on est vraiment sur une histoire de co-responsabilité.
Voilà ce qu'on a partagé pendant cette deuxième causerie. Est-ce que, chère Sandrine, il y a des commentaires, des réactions, des questions? On a Chloé qui nous a dit que la métaphore du verre restera et c'est une très belle illustration. Merci. Ah, c'est cool, merci Voilà. Chloé. Mais autrement, non, pour le moment, pas encore d'autres. Tiens, j'en ai une autre métaphore à vous proposer qui vous plaira sans doute alors, Chloé, et peut-être les autres, c'est celle du verre. On n'en a pas parlé pendant la causerie. Souvent, on ne fait pas la distinction entre la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail. Et clairement, la prévention des risques professionnels fait partie de la QVT et non pas l'inverse. Et pour une simple et bonne raison, c'est que justement, dans la QVT, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. En qualité de vie au travail, on va aller regarder tout ce qui ne va pas et fait mal au travail ou tout ce qui potentiellement est dangereux. C'est ce que je vais appeler la dimension pathogène du travail, le verre à moitié vide. Et en qualité de vie au travail, comme on est toujours dans du et, dans de la conciliation, on a besoin d'être dans cet équilibre qui nous manque tant, notamment dans nos sociétés occidentales, où on va regarder seulement ce qui ne va pas. Or, en QVT, on va aller regarder cette dimension pathogène du travail, mais on va aussi porter notre attention sur ce qui va bien, sur toute la dimension salutogène du travail. Et donc, quand nous, par exemple, chez Wunjo, on fait des audits QVT, dans le rapport, il y a autant la valorisation de tout ce qui va bien au travail, ce qui permet aux gens de se sentir bien, d'être bien ensemble, de bien travailler. Tous ces déterminants qu'il s'agit de préserver, on appelle ça les facteurs protectionnistes du travail. Toute cette manne magnifique qui fait que les gens, ils sont contents d'être là, ils n'ont pas envie de changer d'employeur. On va mettre autant d'attention sur ce côté positif que sur ce côté négatif, ce qui donne une forme d'équilibre. Alors pardon, excuse-moi Sandrine, juste pour finir sur cette dimension salutogène et pathogène, vous connaissez juste tout simplement la courbe qui fait que tout ce qui ne va pas, en fait, on fait en sorte, quand on fait une mesure, donc on est sur un niveau bas et notre objectif, c'est de faire remonter la courbe pour régler les problèmes. Donc ça, c'est la fameuse dimension pathogène et on vient régler les problèmes au fil du temps. En QVT, nous, on aime regarder donc la vision salutogène, donc qui est la courbe en haut, qu'on va aller mesurer aussi. Et quand on fait que de l'approche par les risques, la dimension pathogène, donc on voit que la chose s'améliore, mais si on ne prend pas soin de ce qui va bien, et bien en fait, cette courbe, elle s'effondre. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a un croisement au niveau 0 qui fait que l'entreprise, elle n'a juste plus de saveur. Et c'est exactement ce contre quoi on lutte quelque part en QVT. On dit, mettez autant d'énergie à prendre soin de ce qui va bien qu'à régler ce qui ne va pas. Et j'adore l'image du couple pour ça. Vous savez, ces couples qui, au bout de quelques années, se perdent. Et finalement, ils finissent par regarder que ce qui ne va pas entre eux, ils essaient de régler les problèmes. Mais il s'agit d'aller se reconnecter à tout ce qui a fait la beauté du couple et ce qui a fait naître l'amour et de cultiver aussi cet amour. Je m'énerve, hein. Non, tu vis ce que tu racontes. Et pour le coup, a priori, ça fonctionne plutôt pas mal. Parce qu'on te remercie, c'est inspirant et humain, c'est des riches échanges et les gens ont envie de voir. Donc, les replays vont être, je pense, bien regardés. Eh bien, tant mieux. Chloé, qui avait participé, est-ce que vous aimeriez rebondir sur quelque chose? Alors non, c'était très clair sur toute la restitution là, de ce webinaire, de cette causerie plutôt. Au-delà de tout l'aspect légal qu'on avait abordé aussi, qui était très intéressant et qui permettait de remettre tout le monde au même niveau, les notions que j'avais particulièrement retenues, c'était qu'il fallait surtout que la RSE et la QVT aient un impact positif sur la société. On parlait de l'humain tout à l'heure, mais sur la société en général. Que la QVT, c'était le fait de se sentir bien au travail, de bien faire son travail, justement pour être plus efficace et se sentir mieux. Donc ce cercle vertueux aussi que j'avais bien qui faisait partie des choses aussi bien retenues. Et puis après moi je relisais aussi les petites notes que j'avais pu prendre pendant la réunion. Et je vois pas trop d'autres choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit juste avant. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, c'est chouette. Ouais, alors si jamais vous regardez ce replay, vous verrez qu'on n'a pas forcément été toutes et tous d'accord. Sachez qu'il n'existe aucune littérature ou très peu de littérature sur RSE et QVT. Je pense que dans les prochaines années, c'est des choses qui vont se dénouer et que c'est absolument pas évident d'arriver à faire de la clarté.
Oui, c'est ce qui fait la richesse des échanges aussi. Donc, y a Ouais, pas... bien sûr. Bien sûr. Ok, je vous propose qu'on passe donc aux deux causeries suivantes qui étaient sur, pour le coup, le sujet cœur de la semaine de l'entreprise inclusive. On a parlé sur la causerie suivante des bonnes pratiques en matière d'inclusion. Voici les idées clés qui ont été transmises à l'occasion de cette causerie. J'ai pris le soin dans une première partie, relativement longue d'ailleurs, de reclarifier ce qu'on entendait par entreprise inclusive. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on entend essentiellement cette dénomination pour les entreprises sociales inclusives, dont le cœur de métier est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes éloignées du monde de l'emploi, donc qui sont des acteurs d'un métier qu'on appelle l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Mais les entreprises inclusives ne se réduisent pas du tout à ce pan magnifique de l'économie que sont les structures de l'IAE. L'entreprise inclusive, si on regarde quelque part sa définition première, c'est une entreprise qui va cultiver la diversité, c'est-à-dire dont l'état d'esprit, dont la culture prône à l'ouverture, à l'accueil de la différence justement, qui est absolument convaincue que la diversité amène de la richesse, qui donc va avoir des processus non discriminants en termes de recrutement et qui va prendre soin de son externalité sociale et sociétale positive. Là où il y a une seconde étape, c'est que toutes les entreprises qui cultivent la diversité ne sont pas inclusives. Que par contre, pour être une entreprise inclusive, il faut évidemment pratiquer la diversité, mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième étage dans la fusée de l'entreprise inclusive, c'est que va pouvoir se dénommer l'entreprise entreprise inclusive qu'à partir du moment où elle aura mis en place très concrètement en son sein les conditions permettant d'intégrer de manière confortable et efficace les personnes issues de la diversité et de leur offrir une expérience de vie au travail qui soit génératrice de positif pour leur donner envie de rester en poste, de continuer à vivre à l'intérieur de cette entreprise. Là où la diversité va être plutôt un sujet très objectif, technique, quantifiable, lié au recrutement, le sujet de l'inclusion va être quant à lui un sujet beaucoup plus dynamique, beaucoup plus un engagement intégratif qui relève plutôt du management et de la qualité de vie au travail que des seuls services RH. Et moi, j'aime à parler d'internalité positive. On est quelques-uns à utiliser ce terme-là pour parler de finalement l'impact de l'entreprise, non plus à l'extérieur, externalité, mais à l'intérieur de ses murs. On avait rappelé que l'entreprise donc inclusive, qui cultive la diversité et qui met en œuvre ses moyens d'une expérience positive du travail, a des bénéfices à deux titres sur le plan humain, offrant une expérience bien plus riche à l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, grâce à la chance de pouvoir travailler chaque jour, coopérer avec des personnes qui fonctionnent différemment. Et on sait aussi que ça produit de la richesse sur le plan productif. Je vous en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, les études l'ont prouvé. On a ensuite, à l'occasion de cette causerie, alors où il y a eu beaucoup d'interactions et beaucoup de prises de parole, focalisé notre tour de table et nos échanges autour de deux types de pratiques inclusives. Les premières autour du recrutement et les deuxièmes autour de l'onboarding. Il y a eu tellement d'échanges qu'on n'a pas pu aborder les bonnes pratiques inclusives en matière de maintien en emploi ou avec les parties prenantes externes. En tout cas, sur le recrutement, ce qui est ressorti de nos échanges, c'était de faire attention à l'offre d'emploi en tant que telle, aux médias qu'on employait pour faire connaître l'offre d'emploi aux personnes que l'on recherchait, faire attention au dossier de candidature en tant que tel, comme étant déjà le vecteur de l'image de l'entreprise et devant nécessairement faire attention à des critères d'accessibilité et rassurants finalement pour les personnes issues de la diversité. Et puis, on a pas mal échangé autour de l'entretien de recrutement en tant que tel, partant du principe que le recruteur avait un rôle extrêmement important dans ce temps qui est un premier contact pour la personne issue de la diversité. Un recruteur qui ne peut pas être ignare des questions sensibles, qui doit être absolument plus que sensibilisé mais formé, qui doit adopter une posture et surtout qui doit être à l'écoute des besoins du candidat, de manière à ce que si on passe à l'étape suivante, qui est l'intégration en poste,
justement, on ait créé le terreau des conditions favorables de l'intégration. Côté onboarding, on a parlé des nécessités d'adaptation de poste et d'organisation du travail, de l'obligatoire sensibilisation de l'équipe, rappelant de manière humaniste, parce qu'on doit être responsable, que la situation, elle n'est pas évidente pour la personne issue de la diversité, mais rappelons que la situation n'est pas évidente non plus pour les personnes qui ont à travailler avec la personne issue de la diversité, et qu'on aurait parfois à tort le réflexe de finalement concentrer tous nos efforts sur la personne, par exemple en situation de handicap, oubliant que les collègues peuvent eux aussi vivre des impacts et avoir besoin eux aussi d'adapter leur façon de fonctionner. Et enfin, nous avions partagé en bonne pratique d'intégration le fait qu'il s'agit de nourrir une bonne qualité de relation et de communication pour la personne issue de la diversité avec son employeur, qui a été son recruteur et qui peut passer gouvernance, avec son manager de proximité, bien sûr, et avec ses relais internes ou relais externes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on voit bien que voilà, les webinaires, au fur et à mesure, finalement, rebondissaient sur ce qu'on avait vu dans les webinaires précédents. Est-ce que quelqu'un était présent à cette causerie et souhaite partager quelque chose, ou celles et ceux qui n'y étaient pas, n'hésitez pas à rebondir. Non, rien de particulier? Ok, alors j'enchaîne. Bien. Ah, si, quelqu'un voulait parler? Non, j'entends bien un petit son. Rien de rien. Ok. Mais ça va, vous dormez pas, je vous ai pas endormi quand même. Non. Faites-moi des petits pouces, même avec le clavier, si vous êtes toujours là. Le clavier, à l'écran, comme vous voulez. Vous êtes toujours là? Ah, Stéphane, on ne l'a pas perdu. Chloé, elle est fan, c'est cool. Ça fait plaisir. Il y a Estelle qui nous dit non, c'est super. Donc, ça va plutôt pas mal. Alors, on continue, c'est super. Voilà. Je vois qu'il y a Corinne qui s'est connectée. Je reconnais son image. Je sais qu'elle était présente à certaines de nos causeries. Alors, à l'instant, on parlait de l'entreprise inclusive, l'entreprise qui cultive la diversité, l'entreprise qui a des pratiques inclusives. Eh bien, comme ce n'était pas assez complexe, on est allé chercher le dernier élément, c'est celui du sentiment d'inclusion, qui va donc, encore une fois, aller au-delà de la diversité des pratiques inclusives. On va parler de ce sentiment extrêmement personnel, extrêmement intime, que chacune d'entre vous ressent chaque jour au travail. Il n'y a pas un instant sans qu'il y ait une part de vous qui se demande si elle fait bien partie d'un collectif, si elle y a bien été intégrée, si les autres vivent quelque chose qui est OK avec nous et si nous, on vit un truc qui est OK avec les autres. C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous parce que nous sommes des animaux sociaux, parce qu'on veut vivre une expérience sociale au travail. On sait que le travail est un lieu de socialisation très, très important et que, par exemple, les personnes qui sont isolées ou esselées dans leur travail peuvent au bout d'un moment faner comme une fleur. Donc, ce qu'on a raconté à l'occasion de cette causerie, c'est que même une entreprise qui aurait d'extraordinaires pratiques inclusives, elle ne peut pas garantir à chaque être, individu, travailleur, un sentiment de sécurité psychologique parce que, encore une fois, ça appartient à l'être humain, c'est complètement intime et individuel. On a rappelé à l'occasion de cette causerie la définition du sentiment d'inclusion qui est à double facette. Je me sens inclus dans un collectif de travail. La première chose, c'est si je me sens intégrée. Donc là, on vient chercher les questions d'appartenance, du besoin d'appartenance. Est-ce que je me sens intégrée à ce collectif? Est-ce que je me sens appartenir à ce collectif? Est-ce que j'en suis une partie prenante? Et est-ce qu'au sein de ce collectif, je me sens acceptée? Et est-ce que je me sens respectée? Est-ce que ma place est claire? Est-ce que la place que j'occupe est claire? Est-ce que c'est sûr que c'est bien moi qui suis à cet endroit-là? Est-ce que je fais partie du fonctionnement du collectif? Donc ça, c'est vraiment la première chose, quelque part, se sentir intégré. Mais on peut parfaitement être intégré dans un collectif sans se sentir inclus. Parce qu'il y a une deuxième dimension qui est très subtile, qui est le fait de se sentir libre d'être soi. Parce que dans la définition officielle du sentiment d'inclusion, il y a l'idée de se sentir intégré en étant libre d'être soi-même, en étant libre de rester soi-même. On vient chercher là toutes ces travers de société qui font qu'au travail, on vient avec un masque
qu'on essaye d'être quelqu'un de différent, d'être désirable pour être accepté pendant le recrutement, pour être chaque jour maintenu dans un collectif de travail, pour ne pas perdre son emploi, etc. Et qui sont des obstacles profonds à l'expression authentique de qui nous sommes. Et donc, quelque part, qui font qu'on gâche une partie de notre vie à faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou à se mettre dans des moules qui finalement font que notre richesse intérieure, elle ne peut pas être exploitée. Là où on a parlé de la diversité à l'extérieur, la variété de l'être humain, il y a aussi une diversité à l'intérieur, une variété à l'intérieur de nous. Et que la personne qui se sent vraiment profondément inclue dans sa vie au travail aura ce sentiment extraordinaire qu'on l'encourage à participer, que son avis est le bienvenu, que ses expressions émotionnelles ont leur place, que l'intelligence émotionnelle est une précieuse richesse pour le fonctionnement des collectifs. Donc, vous voyez, quand je vous en parle, que ça relève presque du fantasme, qu'on se demande dans quelle entreprise on peut vivre ça. Je crois qu'on peut le vivre de plus en plus, mais qu'il y a encore du chemin. Le sentiment d'inclusion concerne tout le monde. Et j'ai aimé rappeler à l'occasion de cette causerie qu'il ne faut pas, encore une fois, voir notre attention cannibalisée uniquement autour des personnes issues de la diversité. Parce que Madame Michu, qui fait 1m65, 55 kg, qui est là depuis 20 ans, qui est blanche, qui est hétérosexuelle, enfin tout ce qui est de plus normal, elle aussi, chaque jour, elle peut aller au travail en se sentant exclue, pour plein de raisons qui lui appartiennent, pour plein de raisons qui peuvent émerger dans son environnement de travail, parce qu'elle va avoir à un moment donné le sentiment que ce qu'elle vit dans son environnement de travail va venir toucher à l'intérieur d'elle ce qu'on va appeler des blessures personnelles. Je pense que, je ne sais pas combien on est aujourd'hui à cette visio, mais 95% d'entre nous a une blessure qui vient de l'enfance, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation. Et nous autres, êtres sensibles, petits cœurs vulnérables, c'est-à-dire humains, tout simplement, eh bien, parfois, il suffit de pas grand-chose pour que ça vienne réveiller à l'intérieur de nous quelque chose qui fait mal. Gardons-nous en tête le fait que les personnes mal intentionnées, il n'y en a pas tant que ça, ou alors ce sont des psychopathes. Et là, on ne peut rien pour eux et il faut les faire sortir le plus vite possible du monde du travail. Mais globalement, il y a bien plus de maladresse dans les comportements au travail que de gens malveillants. On a un retard extrêmement conséquent de connaissance de soi, de compréhension de soi et des mécanismes humains et donc des interactions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prend la parole autant que possible pour faire connaître tout ça. Dans cette causerie, on s'est posé la question de comment on peut cultiver le sentiment d'inclusion, c'est-à-dire nourrir ce besoin profondément humain de sécurité psychologique. Et on a rappelé qu'il était nécessaire d'aller cultiver ce sentiment d'inclusion. En fait, à chaque instant, d'être dans la vigilance, d'être dans la prise de soin de soi et de l'autre, ce qu'on va appeler la bienveillance, l'auto-bienveillance ou la bienveillance partagée. Et que ça ne se voyait pas toujours les personnes qui vont être sujettes à un sentiment d'exclusion. On ne l'exprime pas forcément, qu'on est blessé ou touché par quelque chose, quand la parole notamment n'est pas extrêmement libre dans les entreprises. On a invité les unes et les uns à être particulièrement observateurs des langages corporels, des changements de comportement qui peuvent être des signes révélateurs. Mais dans tous les cas, rien ne remplacera l'expression spontanée, courageuse de l'individu qui a mal. Et puis, on a fait tout un atelier où, par binôme, les unes et les uns ont pu partager ce qui, très intimement, contribuent à nourrir leur sentiment d'appartenance, c'est-à-dire se sentir intégrés, et leur besoin d'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire se sentir reconnus et valorisés comme étant une personne à part entière qui amène du positif à l'organisation. À la fin de notre causerie, nous avons évoqué les aspects de responsabilité, comme d'habitude dans le cadre de séries, de qui est-ce que c'est la responsabilité de nourrir ce sentiment d'inclusion. Et on a rappelé que finalement, l'ensemble de l'écosystème était responsable autour du travailleur. Je peux prendre soin de moi, mon collègue peut prendre soin de moi, mon manager peut prendre soin de moi, mon collectif peut prendre soin de moi, mes relais internes peuvent prendre soin de moi, mon employeur peut prendre soin de moi, et vice-versa. Je peux prendre soin de mon collègue, je peux prendre soin de mon manager, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de co-responsabilité.
Il s'agit, à mon sens, d'arrêter de réserver les formations aux soft skills aux pontes, aux cadres, aux dirigeants et aux managers, et de permettre également aux cols blancs et à tout un chacun de développer ses compétences comportementales, notamment à l'occasion de séances de sensibilisation et de formation. Rappelons enfin qu'en matière de sentiment d'inclusion, la qualité de vie au travail est un outil absolument extraordinaire lorsqu'on engage une démarche, et si on le fait de la manière noble qui soit, on crée des espaces de discussion qui permettent de libérer la parole sur le vécu au travail. Et vous verrez, si vous le faites ou si vous l'avez déjà fait, que typiquement, des sujets transversaux du travail sont abordés de manière spontanée par les gens. Il n'y a, je ne crois pas, une seule entreprise en France qui peut dire que l'ensemble de ses salariés se sent suffisamment reconnus. Il y a un gouffre monumental chez les Français et chez les Françaises en matière d'estime de soi. Et ce sont des sujets à mettre au débat dans les démarches QVT, en organisant notamment des causeries, typiquement, sur le sentiment d'appartenance et sur le besoin de reconnaissance. Voilà, à vous. On a un joli petit témoignage de Gwendoline dans le chat. D'accord. Ouais. Étant neuroatypique, le masque, il est tous les jours et très complexe. C'est paradoxalement plus simple de devenir une ambassadeur progressiste de ces causes-là plutôt que d'avoir ce social masking quotidien. Merci Gwendoline. C'est canon, Gwendoline. Eh oui. Bon, d'ailleurs, je ne sais plus si c'était à cette causerie-là ou à une autre, mais on a eu des échanges vigoureux et passionnés autour du rôle de l'éducation, de l'école, des parents, parce qu'évidemment, on parle là de l'entreprise et des conditions qu'elle peut offrir. Mais évidemment, on n'arrive pas un jour au travail vierge de toute expérience de vie et de tout conditionnement. Et Dieu sait que le sujet de l'entreprise inclusive devrait être traité à l'école inclusive, la classe inclusive, la maîtresse inclusive, le coach à l'athlétisme inclusif, etc. Le curé inclusif, enfin tout ça. C'est dans toutes les sphères. C'est ce que Christelle a relevé en parlant de formation et de sensibilisation, comme tu viens de le dire. Effectivement, et d'éveiller et d'éduquer, c'est ce que j'ai rajouté. Ok. Oui, bonjour à tous. C'était exactement sur ça que je voulais rebondir. C'est vrai qu'on parle d'entreprise. Alors je raccroche un petit peu au wagon. Je n'ai pas pu assister cette semaine aux différents débats et du coup, voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir intégrer cette visio cet après-midi. Mais c'est vrai que on parle de la sphère du travail, mais aujourd'hui, ces sentiments d'inclusion, c'est finalement dès même la maternelle que c'est une question à mettre sur la table, en fait, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir affaire à des conférences vraiment de qualité. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton intervention. Mais c'est vrai que ça serait vraiment intéressant de pouvoir développer ces questions lors de nos cursus universitaires ou même au collège dès nos jeunes âges, j'ai envie de dire. Bon, sachant que toi, tu es doublement sensibilisée, travaillant dans l'insertion par l'activité économique et étant jeune maman. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, écrites ou orales, sur ce sujet absolument passionnant qu'est le sentiment d'inclusion? Écrite, non. Il n'y a rien de plus sur le chat. Si d'autres veulent. Alors, j'enchaîne. De toute façon, on se gardera un temps à la fin sur l'intégralité des sujets. La 5e causerie était hier après-midi. Elle parlait d'un sujet, alors pour le coup, beaucoup plus technique. Là, ça ne veut pas dire qu'on posait complètement le cœur parce que tu sais qu'il faut avoir de l'implication très affective pour être un ambassadeur de son entreprise. Mais on était sur quelque chose de beaucoup plus technique en marketing RH, ce qu'on appelle les programmes ambassadeurs. Voici les idées clés qui ont été transmises à l'occasion de cette causerie. On a rappelé dans un premier temps que le sujet de la marque employeur n'est pas que l'apologie des très grandes entreprises avec des services RH extrêmement denses, que même un artisan de 3 salariés a une marque employeur.
Il faut arrêter de penser que marque, c'est réservé au monde de la publicité et du marketing, considérant tout simplement que la marque employeur, c'était cette capacité à faire rayonner notre entreprise, c'est-à-dire à communiquer sur son identité profonde, sur ses convictions, sur ses valeurs, sur ce qui fait qu'elle mérite d'exister, sur ses activités, sur ce qu'elle amène au monde, et que ce grand message, ce pitch quelque part de présentation de l'entreprise était à destination de 2 types de publics. Et on a tendance à penser que la marque employeur, ce n'est que ce premier public que sont les candidats. La marque employeur vise vraiment à optimiser la visibilité et la réputation de l'entreprise. Donc la visibilité, c'est l'art de connaître cette entreprise, de savoir qu'elle existe. Là où sa réputation, c'est l'art de faire aimer cette entreprise, de faire apprécier qui elle est. Et cette optimisation, elle se fait bien évidemment auprès des futurs recrues, qu'on va appeler les candidats, les candidates. Et donc la marque employeur a pour visée d'être au service des processus de recrutement, mais la marque employeur est également au service des parties prenantes internes, de l'ensemble de nos salariés en interne, permettant de nourrir cette fidélité, cette fidélisation, de nourrir un maintien en emploi et si possible un maintien en emploi positif. Donc ça, c'était en entrée en matière, on a bien repositionné vraiment le sujet de la marque employeur. Et puis ensuite, on est allé parler des différentes pratiques qui existent aujourd'hui, constatant à l'occasion d'un petit jeu, constatant que très peu de structures ont l'idée d'embarquer les salariés d'une structure pour parler de cette structure à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qui paraît en termes de bon sens juste fou, de se dire qu'on délègue le portage d'un message qui est sublimer ce que je vis à l'intérieur, c'est délégué à un service RH qui doit écrire des annonces sur des job boards. On a constaté à l'occasion de ce petit jeu que pour fidéliser les collaborateurs et les collaboratrices, on investissait davantage dans des baby-foot, des corners gourmands et des team building que dans Madame Michu qui adore son boulot, qui adore sa boîte et qui serait en interne la meilleure personne pour vérifier que tout le monde va bien et écouter les gens, etc. Et donc, en marque employeur, dans la nouvelle façon de regarder les choses, et c'est là où ça se rapproche beaucoup évidemment de la QVT, c'est de dire arrêtons de confier uniquement au service RH et au service communication les pratiques de marque employeur, ouvrons la possibilité aux collaborateurs et aux collaboratrices motivés de s'impliquer et de contribuer à faire rayonner notre marque en interne comme en externe. C'est là qu'est né le concept d'ambassadeur, à la base plutôt dans l'univers des réseaux sociaux, considérant que tout ce qui est LinkedIn, Facebook, etc., étaient des outils plus largement utilisés par les gens et donc plus accessibles pour relayer de la communication. Attention, un programme ambassadeur aujourd'hui ne se cantonne absolument pas à une collaboratrice qui est OK pour écrire des billets sur une page LinkedIn et les relayer sur son compte personnel. Ça va bien au-delà des réseaux sociaux. Donc, un ambassadeur, c'est quoi concrètement? C'est un salarié, une salariée qui va lever le doigt et qui va dire moi, je suis partant, je suis volontaire pour contribuer au rayonnement de notre entreprise en interne ou en externe. Mais ça ne se fait pas n'importe comment et plus de la moitié de la causerie a été consacrée à une alternance de conseils de bonnes pratiques que j'ai pu dispenser et d'échanges avec les participants sur les prérequis de la mise en place d'une telle démarche. Je suis passée d'ailleurs très très vite dans la causerie sur le premier prérequis qui consiste à avoir une entreprise attractive, sous-entendu stop au washing. Quand on fabrique une promesse en marque employeur pour des candidats, quand on leur raconte l'expérience extraordinaire qu'ils vont vivre à l'intérieur et qu'à peine le doigt de pied mis à l'intérieur, ils se rendent compte que c'est complètement erroné. En fait, tout ça, c'est à courte vue et il s'agit vraiment de très rapidement arrêter ce genre de choses parce que en fait, c'est un gâchis de temps et d'énergie pour tout le monde. Et ça fabrique des effets déceptifs qui sont au final extrêmement en boomerang, extrêmement abîmants en fait pour l'entreprise. Donc, dans la causerie, on était parti du principe que toutes les personnes qui étaient présentes et intéressés par le sujet, travaillaient dans des boîtes où il faisait bon vivre et bon travailler, et donc que l'entreprise était attractive. Mais on rappellera quand même que c'est un prérequis. Le deuxième prérequis, on a parlé des qualités
des futurs ambassadeurs et ambassadrices, à la fois qualité personnelle, mais aussi sur la dynamique de leur engagement, notamment liée au volontariat. Hein, voilà. Et puis, on a parlé de l'allocation des ressources, qui est absolument nécessaire, parce qu'à partir du moment où on demande à un salarié ou une salariée de faire cet effort de marketing RH, ça vient en plus de sa fiche de poste, ce n'est pas inscrit dans sa fiche de poste, et que donc, il est de bon goût que de réfléchir à comment lui donner la possibilité de faire ce rôle qui est quelque part bénévole au sein d'une entreprise, la plupart du temps commerciale. Voilà. Donc, il y avait quand même des raisonnements à avoir là-dessus. Et puis ensuite, j'ai pu transférer à l'occasion de cette causerie une méthodologie qui est celle qu'on utilise nous sur le terrain et qui me semble avoir fait ses preuves. Et donc voilà, on a beaucoup échangé autour de ces étapes et notamment du caractère extrêmement participatif qu'il est nécessaire d'avoir. Parce qu'à partir du moment où on réunit un groupe de personnes motivées, c'est un peu comme quand on crée un projet transversal dans une entreprise. On ne peut plus se permettre de fonctionner de manière ascendante et pyramidale. Vous ne pouvez pas, vous, DRH, animer une démarche programme ambassadeur avec un plan d'action que vous avez écrit et en demandant aux gens de mettre leur nom en face d'une mission. Il faut absolument faire avec la bonne volonté des gens, donc les impliquer dans le processus. Et on est vraiment, à l'occasion de ces collectifs d'ambassadeurs, pour moi, à mon sens, et ça c'est assez magique, on leur offre des cocons où à l'intérieur d'une entreprise un peu classique en termes d'organisation, ils vont pouvoir expérimenter des modes de gouvernance partagés, des nouvelles façons en fait, de vivre un projet ensemble. Et en ce sens, ça me paraît hyper intéressant pour la dimension de l'entreprise inclusive. Voilà ce qu'on a partagé. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des questions ? Gwendoline nous dit c'est assez complexe d'embarquer les gens dans ces topics. C'est le frein que j'observe. Ce qui fait que c'est difficile, Gwendoline, selon votre expérience ? Très simplement, c'est le fait que les gens n'ont pas le temps parce qu'ils ont déjà leurs propres tâches au quotidien et que du coup, tout ce qui va être autre, en plus, etc., en fait, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est assez compliqué, même au niveau manager, de faire comprendre que cet intérêt-là, c'est une économie pour la suite et que ça fera des bénéfices pour la suite et qu'en fait, ça ne peut pas avancer si personne s'y met. Donc, c'est très compliqué. Bah, d'autant plus que ça a toujours été, ce que je disais tout à l'heure, ça a toujours été le rôle des RH. Donc, quelque part, pourquoi moi, manager ou moi, ouvrier sur la chaîne de production, je devrais prendre du temps bénévole. Enfin, donc, il y a une forme d'hérésie au départ. Et en fait, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que les personnes s'y mettent à partir du moment où elles y trouvent un intérêt. D'ailleurs, pendant la causerie, si vous revisualisez le replay, vous verrez qu'on a fait toute une séquence autour des motivations à devenir ambassadeur. Et j'évoque notamment l'exemple d'une entreprise qu'on a personnellement accompagnée, où clairement, si les collaborateurs et les collaboratrices ne se mettaient pas à donner un coup de main pour le recrutement, tout le monde finissait en burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit « j'ai pas le temps », c'est parce que j'ai pas le temps pour une tâche qui me semble secondaire. Mais d'un seul coup, si mon poste ou ma santé est conditionnée par le fait de faire cette tâche, alors je trouve le temps pour le faire. Enfin, c'est comme tout dans la vie, en fait. Hein. Le tout, c'est d'avoir derrière le moteur de l'envie. Et parfois, le moteur de l'envie, il vient parce qu'il y a des risques et il y a des peurs derrière. On a pas mal parlé d'ailleurs aussi à l'occasion de cette causerie des méthodes de gratification de celles et ceux qui donnent un coup de main, avec quelqu'un qui très rapidement a posé la question de alors, c'est quoi la carotte, quoi ? C'est quoi une bonne prime ? Qu'est-ce qu'on donne comme argent, etc. Donc, voilà, dans le replay, vous verrez qu'on parle de ça aussi. Est-ce que vous avez voilà, des commentaires, des questions ? C'est le moment parce qu'on va passer à la clôture. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est... Oups, j'ai oublié une slide dans mon document. Alors, je ferme le partage. Je vais vous demander dans le chat de mettre une note de 0 à 5. 0, c'est Emmanuel, Sandrine, c'était nul, votre webinaire. 5, c'était top. Vous avez le droit de mettre 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la première chose qu'on va vous demander. La deuxième, c'est d'écrire une idée que vous retenez de cet après-midi. C'est-à-dire que sur finalement la concurrence des 5 sujets qu'on a abordés,
Est-ce qu'il y a un sujet transversal pour vous? Est-ce qu'il y a une idée en particulier que vous retenez? Et voilà, et si déjà vous faites ça, ça sera pas mal pour qu'on puisse discuter sur les quelques minutes qui nous restent. Et qui concluront cette semaine marathon. Je profite de ce temps un peu off là, pendant que vous écrivez pour vous dire que Sandrine du côté de Clubhouse France et moi du côté de Wonjo, eh bien, on a passé toute la semaine à faire du bénévolat pour la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Et que, alors je vais parler pour moi, Sandrine, tu pourras rebondir. Moi, je suis dirigeante d'entreprise depuis 19 ans et j'accorde un tiers de ma vie à des activités bénévoles pour faire de l'éducation populaire et faire avancer les représentations. Et que ça, c'est extrêmement significatif d'un pan de l'économie dont on entend parler de plus en plus, qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et nous, chez Wonjo, on réinvestit 100% de notre résultat financier pour des actions pour le collectif et la citoyenneté et un tiers du temps de la dirigeante. Et dans mon équipe, il y a une trentaine de personnes. Tout le monde est exactement sur la même lignée. Et si toutes les boîtes pouvaient faire comme nous, je pense que le monde irait mieux. Voilà. Alors, on a les informations qui sortent sur le chat. Donc, on a déjà que du son, donc merci. L'humain, moteur, acteur et frein, si pas formé, comme idée retenue. Le salarié est acteur de sa QVT. J'ai même le petit commentaire personnel à méditer personnellement. Attends, je vais juste rebondir là-dessus. C'est assez terrible, mais donc nous, on est des spécialistes du burn-out et on intervient dans des entreprises où on explicite ce que c'est que le burn-out et pour quelles raisons, en fait, on en arrive à vivre de telles situations. Et souvent, à la fin des sensi, les participants nous disent en fait, je suis super fort pour m'auto-maltraiter. C'est l'énorme prise de conscience. C'est en fait de quel droit j'accepte qu'on me fasse ça et de quel droit je me fais ça à moi tout seul ou toute seule. Donc ouais, on est nos principales victimes, on est nos principaux bourreaux. Enfin, j'aime souvent à parler de fascisme personnel, de ces combats qu'il y a là-haut là, où en fait on se pourrit la vie de manière assez incroyable et évidemment ça a des impacts pour nous, mais ça a des impacts pour notre environnement aussi. Merci Sandrine. Je t'en prie, tu vas pouvoir continuer. Merci à vous deux pour ces temps d'échanges constructifs et très intéressants sur toute la semaine. Alors, il faut informer et pour plus d'autrices de ces sujets, on est tous concernés, bien évidemment. Chercher le bien-être au travail pour tous et avec tous, un gage de plus pour tout et pour l'entreprise. Bravo pour cette animation, pour l'implication et votre énergie. Ouais, merci Emmanuel. Pas tout vu, mais je referai un replay. Voilà, bravo et merci. Bien mieux, alors à retenu, bien mieux et avec l'être humain et avec soi et les autres. Corinne, qui a participé à pas mal de causeries. Isabelle, 5 est la nécessité de voir aussi ce qui est bien et pas que ce qui est mal. Notre éducation, nos freins, Henri-Stelle complète. Attends, juste Sandrine, je voudrais rebondir sur le côté voir ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on a préparé avec Sandrine notamment le premier webinaire sur les troubles psychiques, on s'est dit, alors ça correspond à nos personnalités à toutes les deux, mais c'est un sujet qui fait tellement peur, qui est tellement dur, qu'on pourrait complètement l'aborder avec un angle hyper pathos, médical, les symptômes, mon Dieu, c'est l'horreur, etc. Et en fait, on s'est dit que le sujet il était sérieux, mais qu'on pouvait aussi l'aborder avec de la simplicité, avec du sourire, et voilà. Et c'est aussi notre rôle, je pense, à nous toutes là, et qui êtes connectées, qui sommes connectées, c'est aussi pouvoir aborder ces sujets qui ne sont pas toujours rigolos, mais les aborder avec une forme de légèreté et d'optimisme qui, du coup, donne beaucoup plus envie aux autres de nous écouter et donc de mettre en application des choses que d'y aller avec la larme à l'œil ou avec les « il faut »,« il y a qu'à faucon », etc. quoi. Qui nous semble bien plus répulsif qu'inclusif pour le coup. Exactement. Notre éducation, nos freins et intégrer la diversité, comment mieux former les professionnels tout au long de sa vie personnelle et professionnelle. C'est effectivement ce qu'on s'attache à faire au quotidien. Le sourire et l'envie se partagent.
n'est-ce pas? Yes. C'est Tout à beau fait. de finir avec ça. Ah, c'est pas fini. On a notre garçon qui s'y est mis aussi, qui continue. Le bien-être est l'affaire de tous pour tous. QVT et amélioration des conditions de travail sont de plus en plus mon dada. C'est bien, très bien. Et à votre avis, moi qui suis dans le domaine de la formation, une société plus inclusive idéale à atteindre suppose que l'on attache de l'importance et des moyens pour une réelle mise en place d'une école plus inclusive. On a du pain sur la planche. À qui dites-vous, Stéphane? Dans notre quotidien, effectivement, et dès le départ de nos vies à tous, évidemment. Sandrine, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Parce que moi, il me reste à vous remercier d'avoir été présent toute cette semaine et cet après-midi en particulier. Et vous exprimer le bonheur que j'ai eu à préparer ces webinaires, à les animer, à vous retrouver, à me sentir en communauté, en famille, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et le même combat de lumière, en fait, le même goût du militantisme. Donc voilà, merci à vous et je laisse le soin à Sandrine de clôturer cette semaine. Eh ben, alors ça va faire un petit peu Floriana et Chaumière. Merci Emmanuel pour tout ce temps, pour toute cette énergie et tout ce que tu nous as donné cette semaine. Ça aurait été un peu différent sans toi, c'était évident. Et puis merci à vous tous d'avoir participé. C'est vrai que c'est d'autant plus riche quand on partage. Et on va continuer de cultiver ça comme il se doit dans les mois et les années à venir, parce qu'il y a effectivement du travail sur la planche. Il y a de quoi faire. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et vous recevez tout ça en replay, en doc, en tout ce qu'il faut, incessamment sous peu. Merci à vous. Bonne fin de semaine. Au plaisir.